passer la parole à Pierre Wolkenstein pour nous parler de ces liens donc, entre santé et aussi la formation. Bien, merci Philippe de m'avoir invité à participer donc à ce séminaire colloque qui me semble extrêmement important, notamment en santé, puisque on est probablement la première cible du complotisme, en tout cas des fake news. Donc j'ai essayé de prendre quelques notes pour essayer de vous tracer un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui après le contexte de la crise Covid, qui a quand même été un grand révélateur, notamment du complotisme. Et je pense que c'est important que vous voyez, vous regardiez en tout cas le topo que je vais vous faire à la lumière du fait que vous pourrez l'interpréter, si vous le souhaitez, de manière totalement complotiste, si vous le souhaitez au contraire de point de vue humaniste, si vous le souhaitez. Donc vous voyez que l'élément de regard est un point clé. Donc tout d'abord, je voudrais vous resituer, puisque vous n'êtes pas tous dans le domaine de la santé, un petit peu le contexte historique de la vaccination et du vaccin, puisque ça fait le premier mot, en tout cas, de cette intervention. Donc vous savez que Jenner, à la fin du XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, invente le vaccin contre la variole, et en face, Voltaire considère que c'est une grande réussite que d'essayer de lutter contre les maladies infectieuses. Donc il y a une conjonction très claire entre la philosophie humaniste en France et un peu plus tard ce qui va se produire en Grande-Bretagne. Alors nous sommes le pays, entre guillemets, de la vaccination thérapeutique, puisque vous savez que Pasteur, en 1885, utilise le premier vaccin thérapeutique, c'est-à-dire qu'il va traiter la rage, et c'est quelque chose qui déjà à l'époque était extrêmement médiatisé, puisque ça a été publié, ça a été traversé, puisque la rage était vraiment un sujet, entre guillemets, de santé publique, un terme qui n'existait pas à l'époque. Et donc, nous avons été considérés pendant des dizaines d'années comme le pays de la vaccination. Alors, je saute vraiment d'un point 19e siècle au point 21e siècle. 2017, Buzyn rend obligatoire 11 vaccins en 2017. Pourquoi ? Parce que la couverture vaccinale en France est probablement, en tout cas statistiquement, la plus faible qui existe en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'elle est la plus faible en Europe ? Probablement pour deux raisons. D'abord peut-être à cause d'un effondrement du système de santé et que la médecine scolaire est une médecine très en tension, que l'éducation au sein des écoles primaires, des collèges et des lycées ne fait plus totalement place à l'éducation civique et à l'hygiène, mais surtout parce qu'il y a du complotisme et qu'on sait de manière très claire que l'élément majeur de la non-adhésion à la couverture vaccinale, c'est sociologique et c'est un problème de croyance. Donc quand on parle de croyance, il faut que ça soit une croyance vraie, justifiée. C'est les définitions platoniciennes que vous connaissez par cœur et sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Alors quand on va franchir ensuite les crises, c'est-à-dire qu'on se dit pourquoi la vaccination à ce moment-là ? Parce qu'il y a d'abord des morts, des gens qui ne sont pas couverts. Je veux dire, il y a des gens qui meurent aujourd'hui de la poliomyélite. Ce sont des Français qui vont en voyage et qui vont se retrouver confrontés à un virus qui n'ont plus, en France, possible d'être en contact avec. Mais aussi parce qu'il y a des crises qui se dessinent. Et les crises, elles sont, une fois de plus, avant tout sanitaires. En 2009, vous connaissez l'histoire de Bachelot, qui doit faire face à ce qu'on appelle la grippe aviaire, le H1N1, et qui, à ce moment-là, se retrouve à accumuler des masques au ministère de la Santé. Ces masques ne seront jamais utilisés parce que la grippe H1N1 tue, et que donc, pour qu'une épidémie se propage, il faut que les gens puissent être vivants pour contaminer les autres. Donc, une maladie qui va tuer très rapidement ne sera pas très contagieuse, puisqu'elle va, par essence, éliminer le vecteur. Alors, 2017, deuxième élément qui pourrait alimenter le complotisme, c'est que le président directeur général de l'INSERM, Yves Lévy, qui est bien connu de notre établissement puisqu'il est professeur à l'UPEC, installe dans le cadre d'une coopération en Chine un laboratoire de virologie, un P4 à Wuhan, et qu'il est par ailleurs, et c'est de notoriété dont je ne vous révèle pas quelque chose de très gala, on va dire, c'est le mari
d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Et donc, s'est tissée ensuite toute une légende sur le fait que ce laboratoire de Wuhan aurait été le moment de la fuite d'un virus qui aurait été fabriqué par les Chinois avec l'aide d'Yves Lévy et d'Agnès Buzyn dans un contexte où l'antisémitisme s'est mêlé à cette histoire avec des réseaux sociaux qui ont été extrêmement producteurs, entre guillemets, d'informations. 2019, donc on arrive au moment où la crise Covid éclate. Et donc là, de manière tout à fait intéressante, les acteurs sont présents. Yves Lévy n'est plus président-directeur général de l'INSERM, Agnès Buzyn est ministre de la Santé, et à partir de janvier, toute une série de barrières vont sauter, et en particulier les barrières éthiques. Et ça, c'est très intéressant parce que tout ceci va alimenter aussi le complotisme, sauf qu'il était nécessaire de faire sauter un certain nombre de barrières éthiques. Alors, je vais être plus clair que ça. À un moment donné, devant l'urgence de l'humanité entière, il a fallu faire des essais thérapeutiques dans des conditions qui habituellement ne sont pas celles que nous vivons. C'est-à-dire que j'y reviendrai en conclusion. Vous savez que depuis les procès des médecins à Nuremberg en 1946-1947, les lois de bioéthique ont conduit à un respect strict de ce qu'on appelle le consentement. Mais là, c'est la rapidité qui était nécessaire. Et donc, un certain nombre de scientifiques, et là, vous allez voir apparaître le fameux Didier Raoult, ont prôné notamment la chloroquine comme étant le traitement miracle, sans essai thérapeutique, simplement en essayant sur la population sans aucun consentement. C'est-à-dire violant à ce moment-là, évidemment, les lois de bioéthique habituelles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'un des premiers consommateurs déclarés de chloroquine et d'azithromycine aux États-Unis fut le président Trump, qui a clamé tout au long de la crise Covid qu'il ne l'avait pas attrapé, en tout cas dans un premier temps, grâce au traitement du druide. En parallèle, il y a une mobilisation scientifique absolument hors du commun qui permet la production, en l'espace d'un an, d'un vaccin technologiquement tout à fait innovant, qui est le premier vaccin à ARN. Faire un vaccin en 12 mois avec des essais dans la foulée, dans une urgence extraordinaire, avec des fonds absolument colossaux déployés, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Mais immédiatement, vous avez la dialectique opposée qui va s'inscrire, c'est-à-dire l'ARN, donc discours scientifique, on va modifier notre génome, c'est un médicament dangereux, etc., etc. Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que de l'autre côté, le pays de Jenner va avoir ce fameux vaccin mis au point par un laboratoire que je ne citerai pas et qui a fait l'objet de quelques décès au moment des essais, notamment par thrombose, et qui a augmenté la suspicion. Mettant au-devant de la compréhension du public la différence entre un risque collectif et un risque individuel. Je veux dire, quand vous regardez, par exemple, les récépissés de produits de santé, n'importe quel médicament, vous avez à la fois les effets bénéfiques, la posologie, mais aussi les effets secondaires. Donc si vous regardez, évidemment, tout est statistique et tout est proportion. C'est-à-dire que si vous avez un médicament qui tue tous les malades auxquels on le propose, bien évidemment, il est retiré et il n'est même pas mis sur le marché. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va analyser une micro-information qui n'est pas un détail, qui est analysée scientifiquement, en la médiatisant de manière immédiate et très, 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 très diffusée, avec des échanges qui vont fleurir dans les réseaux sociaux. Alors la théorie du complot, c'est aussi un élément que je voulais préciser, c'est peut-être une nécessité anthropologique. Donc c'est quelque chose qui est constant dans l'histoire de l'humanité. Je dirais que la première théorisation des théories du complot, la gnose, les gnostiques qui, dans l'Antiquité tardive, pensaient qu'il y avait une face cachée du monde qu'on devait interpréter, ça fait partie aussi de la contestation du pouvoir en place. C'est aussi la différence entre un pouvoir hégémonique et une opposition. Donc la théorie du complot, elle a une fonction, mais pas dans la mesure où elle doit être fausse. Elle a une fonction qui est une fonction aussi disruptive, parce que finalement, qui sont les scientifiques de demain? Ce sont probablement ceux qui vont renverser la science d'aujourd'hui parce qu'ils auront des idées différentes et que finalement,
c'est ce qu'on appelle le théorème de Coiré, qui avait dit qu'il faut, pour changer une révolution scientifique, il faut une révolution ontologique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer les cadres. C'est ce qui s'est passé au moment de la révolution copernicienne, c'est probablement ce qui s'est passé au moment de la publication du Capital de Marx, c'est aussi ce que Freud a réussi à faire en décentrant le conscient de l'inconscient. Alors, un des grands, je dirais, complotistes on ne le savait pas à l'époque, mais Didier Raoult avait été promoteur d'une théorie en 2014 qui était la théorie dite de la Reine Rouge, qui est la course aux armements entre virus. C'est la Reine Rouge, c'est la reine d'Alice au Pays des Merveilles, qui court en même temps qu'Alice, et que finalement, qui démontre que le prédateur doit courir plus vite que sa proie, sinon il meurt, et que celui qui est poursuivi doit courir plus vite que le prédateur, sinon il meurt. Et donc cette lutte qui apparaît comme une lutte du bien et du mal est l'élément manifeste d'un complotisme omniprésent. Alors comment contrer, puisque c'est l'objet, n'est pas, je suis médecin, donc je cherche des traitements finalement, c'est même dans une science qui est mise à mal. D'abord, les médecins aujourd'hui sont un peu monomaniaques et monothématiques, et il faut que vous sachiez quand même que ce ne fut pas le cas en termes culturels tout au cours de l'humanité. Quand vous citez par exemple Rabelais, il était à la fois médecin et philosophe. John Locke est plus connu pour son action de philosophe que comme médecin. D'ailleurs, il n'a quasiment jamais pratiqué, comme Canguilhem ne l'a jamais fait. Donc vous avez un certain nombre de médecins qui ont été des médecins extrêmement philosophes, ou en tout cas tenants de l'humanité. Tant et si bien qu'il est probablement indispensable d'avoir cette culture, et je ferai évidemment la différence entre science et culture, puisque je pense que c'est un point clé de ce que nous souhaitons développer ici à l'UPEC. Alors j'ai déjà évoqué le sujet du procès de Nuremberg, avec, en décembre 1946, les médecins, notamment d'Auschwitz, sont mis au devant de la scène avec les atrocités qu'ils ont commises, et surtout émergent les nouvelles règles de la loi de bioéthique, qui sont la primauté du consentement. Et c'est vrai que cette méfiance ne peut pas être tranchée qu'autrement que par le consentement des populations. Et pour être consentant, il faut un éclairage. Si on n'a pas d'éclairage, on ne peut pas être consentant dans des conditions, entre guillemets, normales. Alors, une anecdote, qui est une anecdote triste. On oublie tout dans la vie, et M. Fissinger, qui a inventé un syndrome qui s'appelle le syndrome de Fissinger, le roi Reiter, qui a été publié en 1980, donc vous voyez, bien longtemps après la guerre. Eh bien, on a découvert à ce moment-là qu'il avait été médecin à Auschwitz. Donc, on oublie. Et il faut bien voir qu'on peut avoir plusieurs périodes dans sa vie, et que notamment le complotisme, qui fut très clairement un des pivots de l'idéologie nazie, et notamment sur de la fausse science, clairement, eh bien, peut persister, être gommé ensuite par une science qu'on va appeler plus molle. Alors, un point important, c'est que la crise Covid, qui pour moi est un exemple typique et continue à alimenter le complotisme. Aujourd'hui, parmi vous, il y a certainement beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si on a eu raison de confiner ou pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'il faut qu'ils se vaccinent contre la Covid-19 aujourd'hui ou pas. Donc il y a une incertitude qui n'a pas été tranchée. Il est probablement de notre faute de ne pas avoir communiqué sur ce point-là. Mais ces crises, on va en vivre d'autres. On a la crise environnementale, le réchauffement climatique est le lieu des climato-sceptiques. Un défi démographique en Europe et en France en particulier. L'économie du grand âge va s'imposer par la démographie. Et donc, à un moment donné, l'utilité, entre guillemets, du vieillard va se poser. Donc on a intérêt à avoir une population humaniste et éclairée. Et puis l'économie de la santé. Moi, quand j'ai commencé ma médecine, il y avait des traitements du mélanome qui coûtaient 10 €, enfin 10 francs à l'époque, et qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, le traitement du mélanome qui marche, il coûte 80 000 € sur 3 mois. Donc nous aurons des choix éthiques à faire avec un éclairage qui va nécessiter à la fois des philosophes, puisque l'éthique va s'en mêler, des juristes, parce que le droit d'accès aux soins va se gérer probablement par de nouvelles lois,
par une nouvelle méthode, des gestionnaires, bien entendu, des éthiciens, et puis par ailleurs, par un paradigme que nous n'avons pas encore en France totalement intégré, qui est celui de la prévention, puisqu'il est évident qu'il faut avoir une population autonome et qui prend en charge sa santé. Alors je vais profiter de mes quelques dernières minutes pour vous dire, du point de vue du professionnel de santé et du point de vue du doyen qui a, sous l'égide du président de l'UPEC, développé avec toutes les composantes des licences accès santé, il s'agissait d'avoir une diversification des profils. Donc vous avez entendu les qualités, en tout cas les domaines sur lesquels, dans le futur, il va falloir agir. Eh bien, on ne peut pas faire de la médecine sans penser à la philosophie, au droit, à la gestion, à l'international, à l'éthique, à la prévention, aux techniques d'économie. Alors, si on doit conclure, je crois que nous avons fait quand même aujourd'hui une œuvre qui a son sens, qui est très contestée d'ailleurs parce que le balancier est revenu. Et si vous lisez un petit peu l'actualité concernant les réformes des études en santé, ce point est totalement contesté par mes collègues. Je parle de mes collègues en dehors de l'UPEC. Il est dit, pourquoi enseigner autre chose que la santé à quelqu'un qui ne fera pas autre chose que de la santé? Eh bien, je pense que c'est peut-être notre faiblesse dans le dispositif que nous avons monté, c'est-à-dire que nous avons besoin, et pourquoi nous avons fait cette réforme, c'est parce que nous avons besoin de professionnels de santé en général. Et ces professionnels de santé en général, ce ne sont pas simplement des médecins, ce sont des gens qui sont éclectiques, qui ont la capacité de penser en juriste quand ils sont médecins, mais aussi des gens qui sont capables de penser en médecin quand ils sont juristes. Donc on a vraiment besoin de ce changement radical. Alors par ailleurs, il faut aussi voir dans quel monde nous vivons, où il y a un balancier qui à nouveau s'est produit entre le matérialisme dialectique, qui a été très fin XXe siècle, après avoir été habité, je crois qu'il y a un topo sur la post-vérité, moi, ce qui me semble extrêmement intéressant, mais tout ce que nous vivons aussi ressemble à quelque chose d'apocalyptique. Et quand on est dans l'apocalypse, on fait référence à la théologie, et toutes les crises sanitaires qui sont celles qui vont nous frapper probablement dans un futur que j'espère le plus lointain possible, ressemblent beaucoup à ces récits qui sont des récits qui sont du domaine de la croyance et pas des récits qui sont du domaine de la science. Alors pour conclure, je pense qu'il faut vraiment, et je vous l'ai dit, penser qu'il y a un lien fort entre la science et la culture, c'est à mon avis une ignorance ou c'est une naïveté d'humaniste. Je pense que nous avons à la fois besoin de science, bien sûr, et de rigueur, ça me paraît évident. Et ça, c'est une tautologie. La vérité, elle se construit, elle se démontre, et c'est une croyance vraie, justifiée, qui fait la connaissance. En revanche, un point important, c'est que nous devons tous avoir la culture de l'enquête. Et moi, je suis un profond pragmatique. Si nous ne sommes pas capables de gérer notre vie avec une enquête, c'est-à-dire être capable d'avoir la méthodologie qui nous permet de critiquer et d'avancer, ça n'a pas de sens. Deuxième élément de conclusion, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle ou d'intelligence naturelle, mais il est clair que l'IA qui est injectée de nos propres angoisses, et je ne sais pas si vous avez la pratique de la plupart des moteurs de recherche d'intelligence artificielle, mais il s'alimente de vos propres doutes et de votre propre pensée. Donc en gros, plus vous injecterez des questions, plus il sera autour de vos questions et plus il sera anti-science. C'est-à-dire qu'il ne consulte pas autre chose que vous-même en collectionnant ce que vous dites. Donc ça, c'est un point fondamental et je n'ai pas rédigé ce topo griffonné sur du papier avec autre chose que l'intelligence naturelle. Donc je vous demande vraiment d'avoir cette culture qui va vous permettre de vérifier, cette culture qui va vous permettre d'enquêter. Et puis pourquoi le faire finalement ? Parce que finalement, tout ceci n'a aucune importance. Eh bien, si, ça a une importance, car c'est dans la créativité scientifique que seule réside la liberté qui nous reste. Elle nous permet d'être libres. Merci à vous.
Merci beaucoup pour cette intervention éclairante. Le timing est parfait. Donc, nous avons le temps de prendre peut-être alors 2 questions, donc uniquement 2 questions pour Monsieur Wolkenstein, si dans le public il y a des interrogations. Donc il faut tenir le micro bien sur le menton. Bonjour, j'avais lu, je crois qu'il y avait un article de recherche publié d'un professeur UPEC, je ne sais pas si c'est vous, votre collègue, concernant l'origine du Covid vient de Wuhan. En revanche, je me pose la question, c'est que est-ce que les labos UPEC pourraient effectuer la clinique d'essai pour chercher un vaccin comme un messenger Covid-19? C'est ce qu'ils font aux États-Unis ou en Asie. Pour certains qui passent la phase 1, aux États-Unis, ils passent phase 3, ou en Allemagne, ils passent phase 3. Donc, est-ce que nous avons besoin de réorganiser notre labo, donc, pour qu'on puisse être... Puisque le iMessenger, c'était inventé par les Français, Jean Monnet et les Allemands. Donc, au top mondial dans les années 60. C'est les Français, Jean Monnet, qui est parti aux États-Unis, qui a appris aux Américains. Donc maintenant, on a vraiment beaucoup de retard. À ce jour, en France, je crois qu'il n'y a pas un seul labo qui a fini la phase 1. Non, la question que vous posez est fondamentale. Donc, au premier point, il y a un échec de souveraineté en France par la capacité d'avoir produit un vaccin, et en tout cas, les firmes ne l'ont pas fait. Deuxième élément, à l'UPEC spécifiquement, vous avez le Vaccine Research Institute qui est tout à fait armé pour un certain nombre d'investigations et qui aujourd'hui travaille essentiellement sur le vaccin contre le VIH, donc, et avec des technologies qui ne sont pas celles de l'ARN. Donc ça se situe d'ailleurs dans le bâtiment de recherche biomédicale qui a été inauguré il y a quelques semaines, donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais le sujet que vous posez, c'est comment se fait-il que nous ayons pris du retard? Eh bien, par simplement un appauvrissement très clair des priorités de l'État vis-à-vis de la recherche. Donc, quand vous voyez aujourd'hui que le VIH a été, entre guillemets, traité de manière extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, le temps qu'on met entre 1984 et le moment où les antiprotéases arrivent et où les trithérapies, entre guillemets, permettent de vivre avec le VIH, c'est un effort financier considérable et qui est fait dans un temps record. Quand vous regardez ce qui se passe avec le coronavirus en un an, avec à la fois des médicaments et une vaccination, et quand, une fois de plus, je ne suis pas trumpiste pour un sou, mais les États-Unis ont mis au pot. Donc, quand vous regardez les fonds nécessaires, eh bien, vous imaginez que... Après aussi, on a une culture très cartésienne. C'est-à-dire, en France, on veut quelque chose de parfait, ce qui est souvent freinant. Il y a d'autres cultures, et en particulier la culture chinoise, c'est fail, fail and fail better. Trompez-vous, mais trompez-vous mieux à chaque fois. C'est-à-dire qu'on fait, on essaie et on donne, en tout cas, l'occasion à chacun de développer. Donc ça, c'est des techniques qui marchent. Et puis par ailleurs, les fonds qu'on a, je veux dire, le plan maladie rare en France, c'est 50 millions d'euros. Quand vous pensez qu'à titre individuel, un milliardaire américain met au pot 650 millions de dollars, je veux dire, on ne joue pas dans la même cour et c'est une erreur monumentale de la part des gouvernements successifs de ne pas penser que l'investissement aujourd'hui dans la recherche, c'est un investissement de croissance économique.